Deux chiffres s'entrechoquent, signal brut d'un Sahel qui bascule. Trois États alignent 80 000 soldats et des blindés, pourtant près de 40% du territoire burkinabé reste disputé. Pour qui suit Ibrahim Traoré? Que change vraiment cette alliance aujourd'hui? Si elle tient face aux sanctions, à l'isolement et aux rivalités politiques, l'architecture sécuritaire régionale se redessinera, affectant la vie quotidienne, les marchés ruraux, la mobilité et l'équilibre continental à court et moyen terme dans le Burkina Faso, et au-delà pour les prochains mois décisifs, observés attentivement par tous acteurs. Cette analyse fait une promesse claire: aller au-delà des annonces et mesurer ce que l'Alliance des États du Sahel change réellement, sur le terrain comme dans les équilibres politiques. Pour le lecteur, le bénéfice est immédiat. Distinguer gains concrets et risques structurels en quelques minutes. L'enjeu central n'est pas seulement militaire. Une coordination accrue peut réduire la violence sur certains axes, restaurer une marge d'autonomie stratégique et modifier le rapport de force régional. Mais chaque avancée opérationnelle comporte un coût: sanctions économiques renforcées, isolement diplomatique et tensions internes entre partenaires aux priorités différentes. Ce point de friction crée un équilibre instable. Lorsque l'efficacité augmente, les exigences politiques deviennent plus lourdes à porter. La question n'est donc pas de savoir si l'Alliance peut gagner des batailles ponctuelles, mais si elle peut soutenir leur prix sur la durée. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré n'est ni héroïque ni anecdotique. Il incarne un choix de méthode qui accélère l'action tout en exposant les fragilités. Un micro-hook s'impose alors. Et si la réussite tactique devenait le test le plus risqué de la cohésion future? La première révélation est chiffrée et difficile à ignorer. En 6 mois, les attaques djihadistes ont reculé d'environ 30% dans plusieurs zones frontalières clés. La seconde tient au tempo. Cette baisse coïncide avec une centralisation du commandement permettant parfois d'agir en moins de 48 heures. Ces deux éléments déplacent la lecture habituelle du Sahel. Pendant des années, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont combattu des groupes mobiles franchissant les frontières comme si elles n'existaient pas. Les opérations restaient nationales, les calendriers se chevauchaient mal et le renseignement circulait lentement. Le résultat fut une usure progressive où chaque succès local était compensé par une riposte ailleurs. La menace ne disparaissait pas, elle se déplaçait. L'Alliance des États du Sahel, officialisée en janvier 2025, répond à cette impasse par un principe simple: traiter un problème transfrontalier avec des outils transfrontaliers. La rupture avec la CEDEAO n'est pas présentée comme un geste symbolique, mais comme une condition de cohérence. En acceptant le coût immédiat des sanctions et de l'isolement, les trois États cherchent une liberté d'action que les cadres précédents n'avaient pas offerte. Le contexte sécuritaire explique cette décision. Des groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM contrôlaient près de 40% du territoire burkinabé, exploitant les angles morts entre juridictions. Les frontières devenaient des refuges tactiques. En réponse, la nouvelle architecture vise à réduire ces zones grises, non par une augmentation massive des effectifs, mais par une synchronisation des décisions. C'est ici que l'impulsion d'Ibrahim Traoré prend sens. La priorité donnée à la vitesse et à la coordination transforme trois armées séparées en une structure capable de concentrer l'effort. Le changement n'est pas seulement organisationnel, il est mental. Agir ensemble suppose d'accepter une hiérarchie partagée, des règles communes et une confiance opérationnelle encore fragile. La question ouverte au début trouve alors son premier éclairage. La baisse actuelle traduit-elle un tournant durable ou seulement une fenêtre tactique rendue possible par cette accélération nouvelle? Pour comprendre ce que l'Alliance produit réellement, il faut quitter les tableaux d'état-major et suivre les premiers effets humains.
Deux situations servent ici de fil conducteur, sans héroïsation ni simplification. Dans le nord-est du Burkina Faso, des unités auparavant isolées opèrent désormais sous une même chaîne décisionnelle. Le changement n'est pas d'abord d'une question de puissance de feu, mais de rythme. Les ordres arrivent plus vite, les patrouilles se coordonnent sur des axes longtemps délaissés et les marges d'initiative locale s'élargissent. Pour les habitants, non. L'effet est tangible. Des marchés hebdomadaires rouvrent par intermittence, les trajets courts redeviennent envisageables et certaines activités agricoles reprennent. La peur ne disparaît pas, mais elle se déplace, devenant moins paralysante. Un second microcas se joue à la frontière maliano-nigérienne. Le partage du renseignement permet d'anticiper un déplacement de combattants affiliés au GSM avant qu'une attaque ne soit lancée. Une opération conjointe est déclenchée rapidement, évitant l'effondrement d'un poste militaire fragile et, surtout, l'ouverture d'un corridor dangereux entre les trois pays. Avant l'alliance, cette information serait restée fragmentée, trop tardive pour être exploitable. Ces scènes révèlent un même mécanisme. La coordination ne crée pas une sécurité absolue, mais elle modifie la perception du risque. Les populations testent prudemment les limites du changement, tandis que les forces apprennent à agir sans attendre des validations multiples. Ce déplacement progressif du tempo transforme des gestes ordinaires en indicateurs stratégiques. Le point essentiel apparaît alors clairement. Quand le rythme change, la perception de la sécurité change aussi. Avant l'Alliance, la séquence se répétait presque mécaniquement. Une attaque surgissait dans une zone frontalière. L'information remontait lentement, puis chaque armée réagissait dans son périmètre, souvent trop tard et sans coordination réelle. Après janvier 2025, cette logique commence à s'inverser. Le déclenchement est politique et assumé. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger rompent avec la CEDEAO et acceptent le choc immédiat des sanctions et de l'isolement. Ce choix est présenté comme une condition préalable à toute stratégie cohérente. Les dirigeants estiment que les cadres régionaux existants ralentissaient l'action plus qu'ils ne la facilitaient. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré porte un pari clair: perdre des soutiens diplomatiques pour gagner une liberté opérationnelle décisive. Dans les jours qui suivent, une série de décisions techniques accélère la bascule. Les états-majors adoptent des règles communes pour les patrouilles transfrontalières. Un canal unique de renseignement est activé en moins d'une semaine. Des procédures autrefois négociées pendant des mois sont validées en quelques heures. À l'extérieur, ces ajustements passent presque inaperçus. À l'intérieur, ils modifient profondément la mécanique quotidienne. Le climax intervient au printemps 2025. Un convoi djihadiste se déplace entre le nord du Burkina Faso et le centre du Mali. Avant l'Alliance, aucune armée n'aurait pu agir assez vite. Cette fois, le renseignement nigérien intercepte une communication. Le Burkina Faso mobilise une unité mécanisée et le Mali déploie un détachement léger. En moins de 36 heures, les forces convergent sous l'autorité d'un centre de commandement unifié. L'opération empêche l'installation d'une base temporaire destinée à servir de plateforme à plusieurs attaques. Pour les observateurs, c'est la première démonstration visible de la nouvelle vitesse opérationnelle. Les répliques suivent rapidement. À partir d'avril, plusieurs routes rurales autrefois coupées se sont rouvertes. Des axes commerciaux secondaires reprennent vie, permettant la circulation de petits convois agricoles. Dans certaines zones stabilisées, les déplacements internes diminuent sensiblement, signe d'un regain de confiance prudent. Les attaques reculent sur des points sensibles, sans disparaître. Chaque amélioration reste localisée et réversible. Mais les ondes de choc dépassent le terrain. À Bamako, des voix s'élèvent sur la répartition des moyens et des priorités. À Niamey, l'équilibre du commandement est questionné, perçu comme favorable à Ouagadougou.
Sur la scène internationale, les chancelleries occidentales durcissent leur ton et élargissent les sanctions, tandis que la Russie, la Chine et la Turquie renforcent leur présence. En parallèle, les groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM testent de nouveaux axes, cherchant les failles d'une structure encore jeune. La dynamique devient alors double. Sur le plan militaire, l'alliance gagne en crédibilité et en efficacité. Sur le plan politique, les tensions internes et externes s'accumulent. Chaque succès tactique accroît la pression sur la cohésion et chaque victoire rend l'échec potentiel plus coûteux. La question initiale se reformule. Cette accélération peut-elle se stabiliser ou prépare-t-elle un point de rupture à moyen terme? Avant la mise en place du commandement unifié, les zones frontalières connaissaient une violence durable et peu fluctuante. 6 mois plus tard, le rythme commence à changer. La ligne de base est connue des observateurs. Pendant près de 3 ans, les attaques se maintenaient à un niveau relativement stable, malgré des opérations ponctuelles et des renforts successifs. Les interventions transfrontalières restaient rares, lentes et contraintes par des chaînes hiérarchiques parallèles. La menace ne reculait pas, elle se redistribuait. Premier indicateur, le plus commenté, concerne la fréquence des attaques. Dans plusieurs zones frontalières clés, elle recule d'environ 30%. Cette baisse indique une perturbation des mouvements ennemis, non une disparition durable. L'explication tient moins à une supériorité matérielle qu'à la capacité nouvelle d'interrompre des trajectoires, d'anticiper des regroupements et d'imposer des choix défensifs aux groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM. Autrement dit, l'adversaire conserve des capacités, mais perd de la fluidité. Deuxième indicateur, plus discret mais socialement décisif, concerne les déplacements internes. Dans certaines zones considérées comme stabilisées au Burkina Faso, ils diminuent d'environ 20%. Ce chiffre marque un seuil psychologique encourageant retour partiel et activité économique prudente. Il ne signale ni un retour massif ni une normalisation complète. Il montre toutefois que la perception du risque évolue suffisamment pour modifier des comportements quotidiens. La sécurité devient un calcul, non une impossibilité. Troisième indicateur, enfin, porte sur la réactivité opérationnelle. Les forces des 3 pays peuvent désormais redéployer des unités mécanisées en moins de 48 heures. Ce délai réduit limite les sanctuaires temporaires et complique l'installation ennemie durable. Cette accélération change la logique du terrain. Là où les groupes armés exploitaient l'inertie et les frontières, ils doivent désormais composer avec une capacité de convergence rapide. Le temps, longtemps leur allié, devient une contrainte. Ces trois, ces trois métriques dessinent une tendance cohérente. Avant l'Alliance, le renseignement circulait lentement, fragmenté entre services et États. Désormais, un canal unique agrège observations aériennes, interceptions radio et rapports des postes frontaliers. Les délais diminuent, les erreurs se réduisent et les décisions gagnent en clarté. Cette amélioration dépend toutefois d'une discipline collective constante. Les limites restent évidentes. Les groupes djihadistes s'adaptent, se fragmentent et déplacent leurs efforts vers des zones moins surveillées. La moindre faille de coordination peut rouvrir des couloirs dangereux. De plus, plusieurs régions rurales demeurent instables où la présence de l'Alliance reste intermittente et coûteuse à maintenir. Le facteur politique pèse aussi sur la lecture des chiffres. La centralisation du commandement, portée notamment par Ibrahim Traoré, améliore l'efficacité, mais concentre les tensions. Les divergences sur la répartition des moyens et la hiérarchie peuvent affecter la continuité des résultats. Les données confirment une amélioration réelle mais conditionnelle. La conclusion provisoire s'impose. Les preuves quantitatives montrent un système plus performant qu'avant, sans garantir encore sa solidité à long terme.
Le passage de la ligne de base au changement est enclenché. Sa durabilité dépendra moins de nouveaux chiffres que de la capacité collective à maintenir ce rythme sans fissures internes. La lecture la plus favorable de l'Alliance des États du Sahel mérite d'être formulée sans caricature. Aucun cadre régional précédent n'avait permis d'endiguer durablement l'expansion des groupes djihadistes. Les dispositifs étaient fragmentés, les mandats ambigus et les délais incompatibles avec des adversaires mobiles. La centralisation du commandement, le partage systématique du renseignement et la capacité d'action transfrontalière offrent enfin une réponse cohérente à un problème qui ne respecte pas les frontières. Dans cette perspective, l'alliance n'est pas un choix idéologique, mais une nécessité opérationnelle. La baisse d'environ 30% des attaques frontalières en quelques mois apparaissent alors comme un signal trop significatif pour être relativisé. Les, sanctions, les sanctions et l'isolement sont interprétés comme le prix à payer pour restaurer une autonomie stratégique réelle. La lecture critique, elle aussi, repose sur des arguments solides. Une alliance militaire ne dissout pas les divergences politiques. Les priorités sécuritaires diffèrent, les capacités logistiques sont inégales et la question du leadership demeure sensible. La centralisation accélère les décisions, mais elle concentre aussi les frustrations. À cela s'ajoute un risque externe, l'isolement diplomatique et la dépendance accrue envers un nombre limité de partenaires non occidentaux peuvent en fragiliser les économies et réduire les marges de manœuvre à moyen terme. Pour les sceptiques, les groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM conservent suffisamment de zones d'influence pour exploiter la moindre fissure et reprendre l'initiative. La réponse la plus robuste ne tranche pas entre ces deux lectures, elle les articule. Les faits observables montrent des gains tactiques réels liés à la vitesse et à la coordination. Ils montrent aussi que ces gains restent conditionnés à une cohésion politique encore incomplète. La performance militaire progresse plus vite que la gouvernance commune. Ce décalage crée un risque structurel. Si les tensions internes s'accumulent, elles peuvent neutraliser rapidement les avantages acquis sur le terrain. L'équilibre est donc fragile et dynamique. Tant que la coordination compense les divergences, l'alliance avance. Si les désaccords prennent le dessus, ils peuvent annuler les progrès en peu de temps. La question centrale devient alors moins celle de la puissance que celle de la capacité à absorber les conflits internes sans se fragmenter. L'efficacité révèle la fracture. Jusqu'ici, la dynamique semblait presque linéaire. Coordination accrue, baisse mesurée de la violence, regain de mobilité sur certains axes. Pourtant, à mesure que l'alliance gagne en efficacité militaire, une tension plus profonde apparaît. La structure qui permet d'agir vite devient aussi celle qui concentre les frictions politiques. Le progrès opérationnel agit comme un révélateur. Le cœur de ce basculement tient à l'architecture du commandement. En centralisant les décisions, l'alliance réduit les délais et améliore la synchronisation. Mais cette centralisation rend aussi visible des déséquilibres longtemps masqués par des cadres régionaux complexes. Les arbitrages sont plus rapides, donc plus exposés. Les désaccords, autrefois dilués, émergent désormais sans filtre. C'est à ce point précis que le rôle d'Ibrahim Traoré change de nature. Son impulsion a permis l'accélération initiale, mais elle place aussi le Burkina Faso au centre d'un système où chaque décision est scrutée par ses partenaires. La question n'est plus seulement de savoir si l'Alliance peut réussir des opérations conjointes. Elle devient, peut-elle absorber les tensions qu'elle génère elle-même? Ce milieu de récit dévoile un paradoxe stratégique. Plus l'alliance fonctionne sur le plan militaire, plus la cohésion politique devient exigeante à maintenir. La réussite crée sa propre fragilité. Les effets de l'alliance des États du Sahel se lisent différemment selon les acteurs concernés.
4 trajectoires se superposent et permettent d'évaluer ce que les décisions prises à Ouagadougou, Bamako et Niamey produisent au-delà des discours officiels. Pour les populations locales, le changement se manifeste d'abord dans la vie quotidienne. Dans plusieurs zones rurales du Burkina Faso, la baisse d'environ 30% des attaques frontalières se traduit par des signaux simples mais décisifs. Des marchés hebdomadaires rouvrent de manière intermittente. Les déplacements courts redeviennent possibles. Les déplacements forcés diminuent d'environ 20% dans certaines zones stabilisées. Ce répit reste fragile. Les habitants savent que les groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM conservent des capacités de nuisance. Le sentiment dominant oscille entre soulagement prudent et vigilance permanente. Pour les acteurs économiques, notamment les petites entreprises agricoles et commerciales, l'alliance crée une fenêtre étroite. La sécurisation partielle de certains axes permet de relancer des circuits interrompus depuis des mois. Les échanges locaux reprennent, les revenus progressent légèrement et certaines activités informelles redeviennent viables. Toutefois, ce mouvement se heurte rapidement à un plafond. Les sanctions et l'isolement diplomatique limitent l'accès aux financements extérieurs, tandis que la dépendance accrue envers quelques partenaires non occidentaux entretient une incertitude structurelle sur la stabilité à moyen terme. Pour les appareils d'État, les gains sont plus techniques mais stratégiques. La centralisation du commandement améliore la réactivité, simplifie les chaînes décisionnelles et fluidifie le partage du renseignement. Les officiers soulignent la capacité nouvelle à agir en moins de 48 heures. En contrepartie, les tensions internes se renforcent. Le poids du Burkina Faso dans l'architecture commune assumée par Ibrahim Traoré suscite à la fois adhésion et réserve chez ses partenaires. La friction institutionnelle devient un enjeu en soi. À l'échelle régionale et internationale, l'Alliance modifie l'équilibre sécuritaire du Sahel. Elle crée un pôle militaire autonome, observé avec prudence par les États voisins. Les puissances occidentales répondent par des sanctions et des pressions diplomatiques accrues. En parallèle, la Russie, la Chine et la Turquie renforcent leur présence. Cette polarisation repositionne la région dans un rapport de force plus large, multipliant opportunités stratégiques et vulnérabilités géopolitiques. Ces 4 lectures convergent vers un même constat. Les bénéfices sont réels, mesurables et visibles, mais ils restent conditionnels. Leur maintien dépend d'une cohésion politique encore fragile. Si celle-ci se fissure, les avancées observées pourraient s'éroder aussi vite qu'elles sont apparues. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, l'Alliance des États du Sahel évolue dans un couloir étroit où 3 trajectoires restent plausibles. Aucune n'est certaine. Chacune prolonge toutefois des dynamiques déjà observables sur le terrain et dans les capitales. Dans le scénario de base, l'Alliance parvient à maintenir une efficacité militaire suffisante pour contenir la violence sans la faire reculer de manière spectaculaire. Les opérations conjointes se poursuivent à un rythme soutenu. La baisse observée des attaques reste modérée mais relativement stable. Les, les tensions internes demeurent présentes sans dégénérer. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger acceptent des compromis imparfaits sur la répartition des moyens et du commandement. Les sanctions occidentales persistent, mais leurs effets sont partiellement compensés par des partenariats alternatifs. Le terrain reste fragmenté, mais l'Alliance conserve un avantage opérationnel clé, la vitesse. Dans le scénario optimiste, la structure militaire s'affermit progressivement. Le partage du renseignement devient plus fluide et plus régulier. Les procédures communes se stabilisent. Plusieurs zones contestées voient une réduction durable de la présence armée adverse. Les succès tactiques renforcent la confiance entre les 3 capitales, réduisant les frictions politiques internes.
Sur le plan diplomatique, sans levée formelle des sanctions, certains canaux de dialogue se rouvrent. Cette détente prudente offre une marge de manœuvre supplémentaire. L'alliance transforme alors l'élan initial en dynamique durable. Dans le scénario pessimiste, les fissures internes s'élargissent. Les désaccords sur le commandement, la logistique et les priorités ralentissent les décisions. Les groupes djihadistes exploitent ces failles pour reprendre des axes stratégiques. Les sanctions se durcissent, ah oui, fragilisant davantage les économies locales. La dépendance accrue envers un nombre restreint de partenaires extérieurs devient une vulnérabilité géopolitique. L'alliance perd son avantage de rapidité et s'enlise dans un cycle d'usure prolongé. Face à ces trajectoires, une recommandation de pensée stratégique s'impose. La cohésion interne pèsera plus lourd que tout renfort matériel. La capacité à gérer les divergences déterminera davantage l'issue que l'accumulation de moyens. Le futur de l'Alliance dépendra moins de ce qu'elle affronte que de la manière dont elle se gouverne elle-même. Au-delà des scénarios stratégiques, les effets de l'Alliance se ressentent à travers des expériences humaines distinctes. Trois cercles permettent de saisir comment cette transformation est vécue, interprétée et parfois contestée. Le premier cercle est celui des habitants des zones rurales. Pour eux, l'alliance n'est ni un concept militaire ni un débat diplomatique. Elle se mesure à des gestes simples. Sortir au lever du jour, rejoindre un champ, ouvrir un étal au marché. La baisse relative des attaques crée des respirations, jamais des certitudes. Chaque rumeur de mouvement d'armée ravive la peur. La sécurité reste conditionnelle, suspendue à la continuité des opérations et à la cohésion des forces déployées. Le quotidien s'organise autour d'un calcul permanent du risque. Le deuxième cercle concerne une jeunesse urbaine connectée, attentive aux discours publics et aux évolutions régionales. Certains y voient une reprise de souveraineté longtemps attendue. D'autres redoutent un isolement durable, synonyme de restrictions économiques et de mobilité réduite. Cette génération ne juge pas seulement les résultats militaires. Elle observe les perspectives qu'ils ouvrent ou ferment en matière d'éducation, d'emploi et de relations avec l'extérieur. Le troisième cercle est celui des diasporas sahéliennes. À distance, elles suivent ces évolutions avec un mélange de fierté et d'inquiétude. L'affirmation d'autonomie portée par les dirigeants actuels, notamment Ibrahim Traoré, agit comme un symbole fort. Mais les sanctions, la polarisation géopolitique et le risque d'un conflit prolongé pèsent sur les transferts financiers et sur l'image internationale de leur pays d'origine. Ces trois regards partagent une attente commune: moins de discours, plus de signaux stables. La crédibilité future de l'Alliance se jouera dans cette capacité à transformer un répit fragile en trajectoire lisible et durable. Pour consolider les acquis sans fragiliser l'ensemble, l'Alliance des États du Sahel a besoin d'une feuille de route opérationnelle, courte et mesurable. Elle ne repose pas sur de nouvelles promesses, mais sur des mécanismes capables de réduire les frictions internes tout en maintenant la vitesse d'action. Pour commencer, les ministères de la Défense des trois pays devront instaurer un conseil de commandement à rotation trimestrielle dès le prochain trimestre opérationnel. L'objectif sera de mesurer les progrès par diminution du nombre de litiges logistiques officiellement signalés entre états-majors. Ensuite, le centre de commandement unifié devra définir trois zones prioritaires avec des règles d'engagement communes et stable sous 30 jours. L'indicateur de suivi sera temps moyen d'intervention transfrontalière maintenu sous 40 heures. Puis, les services de renseignement burkinabés, maliens et nigériens devront harmoniser les formats de données et alimenter une base partagée sécurisée quotidiennement sur un cycle de 60 jours. Le suivi se fera via taux d'incidents interceptés avant toute action hostile.
Après cela, les chefs d'État et les ministères des Affaires étrangères devront diversifier les partenariats techniques afin d'équilibrer les influences russes, chinoises et turques sur 6 mois. On visera par des équipements provenant d'un seul partenaire maintenu sous 45%. Enfin, les autorités locales devront rouvrir des routes secondaires sécurisées et protéger des corridors commerciaux de manière progressive. L'évolution sera suivie à travers nombre de marchés réactivés dans les zones stabilisées. Cette séquence ferme une boucle ouverte plus tôt. Les gains tactiques observés, impulsés notamment par Ibrahim Traoré, peuvent durer, mais seulement si la cohésion devient une pratique quotidienne plutôt qu'une exception négociée. Dans la région de Yaga, là où une unité mixte avait rouvert un axe rural longtemps déserté, l'écho de cette première opération persiste. Ce lieu, évoqué plus tôt, rappelle que derrière chaque indicateur se cachent des gestes ordinaires retrouvés. Un marché qui rouvre, une route praticable, des échanges qui reprennent timidement. C'est ici que la promesse de l'Alliance des États du Sahel devient tangible, loin des centres de commandement et des déclarations officielles. Cette scène mesure aussi la fragilité du moment. Une route dégagée peut se refermer, un marché rouvert peut se vider à nouveau. Les avancées observées restent suspendues à la continuité de l'effort commun. Lorsque les tensions internes prennent le dessus, ce sont ces gains modestes, mais vitaux, qui disparaissent en premier, sans préavis. Le rôle d'Ibrahim Traoré s'inscrit pleinement dans ce contraste. Son impulsion a accéléré la coordination et rendu possible ces changements visibles. Mais elle a aussi placé l'Alliance face à une exigence nouvelle: transformer l'unité tactique en stabilité politique durable. Sans ce passage, les succès risquent de rester des parenthèses. Une phrase s'impose alors comme un clou planté au cœur du récit: une unité fissurée ne protège plus personne. Ce rappel donne sa cohérence à l'ensemble. L'alliance peut produire des résultats. Leur survie dépendra de la capacité collective à préserver ce fil ténu entre efficacité et cohésion. Au terme de ce parcours, une évidence demeure: l'Alliance des États du Sahel n'est pas seulement un dispositif militaire. Elle est devenue un symbole chargé, à la fois d'espoir concret et de crainte profonde, pour des sociétés qui cherchent à reprendre la main sur leur trajectoire. Dans les zones rurales, elle incarne la possibilité fragile d'une normalité retrouvée. Dans les villes, elle alimente des débats intenses sur la souveraineté, l'isolement et l'avenir économique. À l'échelle internationale, elle repositionne le Sahel dans un jeu de force plus vaste, où chaque choix a un coût. Les décisions prises aujourd'hui ne produiront pas seulement des effets sécuritaires, elles façonneront la manière dont la région sera perçue, soutenue ou contestée demain. Comprendre ces dynamiques, sans simplifier ni dramatiser, devient alors un acte essentiel. Ce débat n'appartient ni aux seuls dirigeants, ni aux experts. Il se nourrit des regards, des questions et des interprétations de chacun. Observer, comparer, discuter calmement, c'est déjà participer à l'orientation collective. Quelle trajectoire vous paraît la plus crédible pour le Sahel dans les mois à venir? Et quels signaux surveilleriez-vous pour en juger l'évolution?